Ok, bon, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir continuer un petit peu sur ces questions euh, d'utilisation de l'IA dans l'histoire littéraire en particulier. Euh, je voulais d'abord faire des points un petit peu plus historiques et remettre en perspective l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le cadre plus vaste des humanités numériques. Donc là, on va commencer par un petit rappel d'abord sur ce que la mécanisation fait à la littérature depuis l'époque industrielle. Je crois qu'on n'avait pas encore fait ça de petits... Ça vous dit quelque chose? Non? Pas du tout? Je vous ai pas parlé de Billy Adam, de Alfred Jarry ou d'autres choses comme ça. Non, c'est ça. Je ne suis plus très sûr. Donc, on va faire un petit rappel un petit peu de l'imaginaire autour de la mécanisation de la littérature depuis le 19e siècle en particulier, enfin depuis l'époque où on a des machines et on a des écrivains qui vont se servir de l'outil machinique, non pas forcément pour produire directement des textes, parce qu'on peut être à des périodes où on ne peut pas encore générer des textes avec des machines, mais pour penser différemment ce que c'est que la communication, ce que c'est qu'un texte, et où on va voir très rapidement que dès le 19e siècle, en réalité, les nouvelles technologies transforment le rapport au sens et en fait provoquent véritablement une forme de crise de sens qui n'est pas sans rappeler d'une certaine manière le genre de crise de sens qu'on voit aujourd'hui avec les IA génératives. Donc il s'agira de voir par exemple comment est-ce que le télégraphe ou le téléphone ont été aussi des outils qui ont transformé l'expérience littéraire et qui ont conduit des écrivains à repenser ce que c'est que la littérature. Et puis ensuite, on se posera plus généralement des questions sur ce que les humanités numériques font à la littérature et à l'histoire littéraire en particulier, en essayant là aussi de replacer l'utilisation de l'IA générative dans des pratiques qui sont en fait très anciennes et qui sont liées à l'utilisation de la statistique en particulier pour faire de l'interprétation. Et donc, ce sera aussi l'occasion de revenir sur diverses expérimentations qui ont été menées, sur des controverses qui ont eu lieu aussi autour de ces questions-là. Et puis, on verra où ça va nous mener. Enfin, voilà, on verra où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver jusqu'à la présentation des grands modèles d'IA générative d'aujourd'hui et de comprendre comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire de l'interprétation littéraire à travers la notion d'opérationnalisation en particulier. Donc sur le cours en ligne, vous avez normalement toujours le lien vers les... Hop, c'est lequel? C'est celui-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits pour des oraux? Je n'ai pas eu vérifié encore, mais il me semble pas. Si. Donc n'oubliez pas que vous aurez deux notes, en tout cas en présentiel. Il y aura une note qui sera liée à votre dossier en ligne. Et là, j'ai déjà eu pas mal de sites, je crois, qui ont été signalés sur le site en ligne. Donc merci à celles et ceux qui ont fait ça. Donc vous avez tous accès à cette liste-là hein, et vous pouvez le voir. Alors je pense qu'il y a des sites qui pour l'instant sont simplement là, voilà, en attente hein, de réalisation. Mais donc, n'hésitez pas déjà à le mettre et puis à le remplir au fur et à mesure. Et si vous avez envie de me poser une question, si vous n'êtes pas certain de la thématique sur laquelle vous voulez travailler ou de l'objet ou des outils sur lesquels vous voulez travailler, n'hésitez pas, sachant que j'ai bien conscience que là, c'est encore le début, que je ne vous ai pas encore présenté grand-chose. On est encore
la méthodologie et dans les perspectives un peu vastes, ça prendra beaucoup plus de sens, je pense, une fois qu'on aura vraiment vu des exemples. Là, on va commencer aujourd'hui à voir quelques exemples qui ne se relèvent pas forcément de l'IA, mais qui sont aussi des outils numériques que vous pouvez éventuellement aussi mobiliser dans vos expérimentations. Et puis ensuite, on s'intéressera vraiment à des outils IA assez précis en vous présentant à la fois ce qu'on peut faire avec des plateformes commerciales comme celles comme ChatGPT, Claude ou Gemini, et puis ce qu'on peut faire avec des modèles qu'on peut faire tourner de manière locale sur son propre ordinateur, par exemple, et ce qu'on peut faire aussi avec, par exemple, une plateforme comme Google Colab, qui est un outil qui permet de faire tourner des scripts IA en particulier sur des serveurs à distance où il y a de la puissance de calcul, où du coup vous n'êtes pas dépendant de votre ordinateur, mais vous pouvez tester gratuitement sur des GPU, donc de la puissance de calcul très importante, et vous pouvez faire du coup des tests sur certains corpus ou autres. Euh, Est-ce que par rapport à ça, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, il y avait encore des questions? Tout va bien. Donc il y avait cette idée-là de la première note. Et puis l'autre note, c'était la présentation orale. Donc comme je vous avais dit, je vous avais mis une liste aussi pour un petit passage à l'oral. Là aussi, inscrivez-vous relativement rapidement, étant donné que, on est déjà, voilà, il y a, les séances partent vite. Et j'en profite, enfin, voilà, et pour éviter qu'on se retrouve avec les deux dernières séances où ce soit tout le monde qui passe. J'en profite pour vous dire, mais je vous le redirai à la fin de la séance si enfin voilà, mais si jamais j'oublie, je serai absent la semaine prochaine, donc il n'y aura pas cours le mardi prochain. Et par contre, je mettrai un cours en ligne du coup. Je pense que je vous mettrai un mélange entre des documents et des cours à lire, des outils à tester et éventuellement des captations peut-être d'anciens séminaires sur ces questions-là que vous pouvez aussi regarder et qui pourront alimenter votre réflexion. Alors, on va passer du coup au cours en lui-même. Donc la première question, comme je vous le disais, qui m'intéressait, c'était celle de la mécanisation de la littérature. Et là, je voulais revenir à faire un petit peu un retour en arrière à une époque qui était la fin du 19e siècle, qui était ce qu'on a pu appeler parfois la Belle Époque de manière un peu large, hein, de la fin du 19e au début du 20e siècle, qui était une période qui était de transition et de restructuration, de reconfiguration très particulière, puisque c'était à la fois le moment où on avait véritablement les effets de l'industrialisation de la France qui se faisaient sentir. Quand on parle d'industrialisation, très souvent, quand on parle du 19e siècle, en réalité, le premier 19e siècle est un siècle où, certes, il y a des transformations, il y a des inventions, mais en France, ça reste un pays rural et paysan et pendant très 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 longtemps. Et les impacts réels de l'industrialisation ne se font pas sentir de manière précise dans la vie de tous les jours. On reste dans une société assez peu différente dans ses rythmes et dans la manière dont elle existe que celle du XVIIIe siècle. C'est en Angleterre que ça va relativement plus vite et les effets de l'industrialisation vont vraiment se faire sentir à la fin du siècle, en particulier en lien avec plusieurs inventions en termes de production technique et d'industrialisation des métiers du livre. Euh, Ce qu'on va voir en particulier à la fin du 19e siècle, c'est une espèce de réflexion sur la mort du livre, la disparition des livres, parce que à la fin du 19e siècle, les éditeurs font face à deux grands, enfin, de grandes crises, on va dire. D'une part, effectivement, c'est tous les progrès techniques qui vont euh, transformer la matérialité et les conditions de production de la littérature. Ce sont
tout un ensemble d'inventions qui ont eu lieu pendant très longtemps, tout au long du 19e siècle, et qui, en fait, par accumulation, finissent par avoir un impact vraiment important. En particulier, c'est tout ce qui relève de la rotative et l'introduction de la machine à vapeur dans les circuits du livre. Pendant très longtemps, le livre, c'était un objet qui était produit de manière mécanique très simplement. Et on n'avait pas vraiment changé la technologie depuis Gutenberg. À la fin du 19e siècle, on voit apparaître les premières rotatives, alors avec à la fois des rotatives pour le papier, on commence à produire du papier de manière mécanique dans des rouleaux, et des rotatives au niveau de l'impression qui vont permettre d'augmenter la vitesse de publication de manière drastique, puisque auparavant, donc, on avait une impression qui était feuille à feuille, et qui prenait donc un certain temps. Il y avait le temps mécanique de baisser, remonter la machine à imprimer. On passe à une impression, on va pouvoir utiliser de très fines comment dire, bandes, plaques de métal sur lesquelles, par réaction photosensible, on va pouvoir inscrire les textes à imprimer, donc qui vont apparaître très finement sous forme d'une espèce de petite de bosse sur la plaque de métal. Et du coup, ces plaques de métal, on peut les mettre sur des rotatives et faire tourner. Donc là, vous voyez très bien les images dans les films, quand on voit les rotatifs qui font tourner enfin, qui imprime très rapidement des journaux, euh, brusquement, on peut passer à une vitesse très grande de publication. Ça va faire baisser aussi les coûts de production. Ça va faire rentrer véritablement le monde du livre dans une époque industrielle où, avec des tirages de centaines de milliers, voire pour certains journaux, on va atteindre le million d'exemplaires quotidiens. Donc, c'est une vraie industrie de masse, et qui va produire une espèce de crise au niveau des éditeurs, en partie aussi bien chez les éditeurs que chez les écrivains en réalité, qui vont sentir une espèce de dévalorisation du livre, parce que ça devient une espèce de produit commercial et industriel comme les autres, euh, où on cherche à faire baisser les coûts de production, et où finalement le contenu importe moins que la distribution, la diffusion. Et en particulier, il y a tout un ensemble de pratiques artisanales qui vont être mises en péril par tout ça. Et on va voir apparaître, aussi bien du côté des imprimeurs que des écrivains, une espèce de nostalgie du livre ancien, publié à la main par un petit artisan qui sélectionne voilà, qui choisit tous les aspects de la typographie, du papier, etc., et qui serait mis en péril par le livre industriel, édité sur un papier de mauvaise qualité, qui se détruit facilement, avec une forme de standardisation, aussi bien dans la mise en page que dans les formats, etc. Parce que effectivement, c'est pour pouvoir produire des livres, c'est l'époque où on va inventer aussi le livre de poche, pour pouvoir produire des livres à un coût réduit, pour qu'ils puissent être vendus par exemple 5 francs, enfin voilà, à des prix qui étaient beaucoup plus abordables que ce qui était le cas auparavant. Il faut évidemment qu'il y ait des formes de standardisation, qu'on fasse baisser les coûts. Et donc, ils vont aussi avoir le sentiment que, par rapport aux pratiques anciennes où chaque livre était pensé en fonction des thématiques, du contenu, de l'auteur, etc., où il y avait un vrai dialogue et une collaboration entre auteurs, éditeurs, imprimeurs, pour produire des objets singuliers qui étaient en phase aussi, entre l'esthétique et le matériel. Là, on produit des objets à la chaîne qui sont tous identiques, et qui deviennent des objets commerciaux qu'on ne peut pas différencier du reste. Et d'ailleurs, on a beaucoup de critiques de l'époque parmi les écrivains d'avant-garde, les écrivains symbolistes et décadents en particulier, qui vont considérer que la littérature produite par
par ces techniques, aussi bien d'un point de vue matériel que d'un point de vue intellectuel, parce que pour eux, le résultat, c'est aussi une production de plus en plus rapide de textes qui ne sont pas pensés, qui ne dépendent pas d'un besoin d'écrire ou d'une volonté d'écrire, mais simplement pour répondre à la commande et pour vendre le maximum et toucher le plus grand public. Donc, ils mettent en parallèle l'industrialisation de la technique de publication du livre et l'industrialisation des pratiques d'écriture, en parlant justement d'industrie enfin, de véritables industriels de l'écriture. Et donc, ils vont considérer que les grands romanciers commerciaux, finalement, ce qu'ils font, c'est déjà une espèce de génération automatique du texte, ou en tout cas, c'est de la production du texte d'un flux de texte en continu sans s'intéresser à sa qualité et uniquement pour remplir des colonnes et publier au maximum. Euh, donc déjà, première crise, on va dire, du livre à cause de sa mécanisation. Il y a un autre point qui va provoquer une forme de crise dans les milieux du livre, c'est l'invention à la fin du 19e siècle du phonographe et du téléphone. Donc deux techniques qui sont inventées par Graham Bell et par Edison. Alors, avec tous les guillemets et tous les problèmes que ça peut, enfin, qu'on peut faire peser sur cette affirmation, parce que par exemple, Edison a pour beaucoup surtout utilisé des brevets et il a surtout breveté la technologie la technologie du phonographe par exemple, qui avait déjà été mise au point ou même déposée auprès de l'Académie des sciences par un écrivain qui s'appelait Charles Cros, qui était un écrivain français. Et donc en fait, on avait déjà la conception technique du phonographe, par exemple, avait déjà été pensée et déposée auprès de l'Académie des sciences, mais n'avait pas été mise en pratique. Et là, le génie d'Edison, c'est de vraiment commercialiser et industrialiser cette technologie et pas simplement la laisser au niveau théorique. Alors, en tout cas, ce que ça fait, ces deux technologies, c'est qu'elles vont annoncer vraiment une nouvelle ère qui pourrait être l'ère de la disparition de l'imprimé. Et c'est comme ça que ça va être vécu à l'époque. Il y a on va revenir, des gens qui vont penser à une forme de fin du livre parce qu'ils ont l'impression que le livre est menacé dans ses fonctions par ces nouveaux outils qui sont le phonographe et le téléphone, qui permettent non seulement de dématérialiser le contenu textuel, donc alors on a toujours de la matière, puisque pour le phonographe, on a des rouleaux de cire. Alors vous voyez à peu près la technologie du phonographe, on va faire passer un rouleau de cire qui tourne sur lui-même avec une espèce de pointe. Et on a un micro et les vibrations vont tout simplement faire vibrer la pointe qui va inscrire dans le rouleau de cire du coup des sillons. Et les sillons, ensuite, il suffit une fois que le rouleau a été enregistré, on va pouvoir, et que la cire a durci, on va pouvoir, de l'autre côté, faire passer là aussi une pointe dans le sillon, mais cette fois-ci, la pointe va vibrer en fonction de la forme du sillon. Elle va être, et elle va, La vibration va animer une membrane, et du coup, on va pouvoir réécouter ce qui avait été enregistré. Ça semble n'être pas grand-chose, mais c'est considéré à l'époque comme une forme de révolution, voire de crise même de la communication. Et et c'est encore pire pour le téléphone qui, lui, permet de dialoguer à distance. euh,
sans la présence de la personne, et là même sans enregistrement matériel. On peut vraiment avoir un dialogue en direct avec des gens qui sont à des centaines de kilomètres. D'ailleurs, vous avez un passage dans La Recherche du temps perdu de Proust qui parle justement de cette étrangeté de la voix projetée à distance et de l'absence de corporalité. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette question, c'est Villy Ladan qui en a fait tout un roman en réalité, L'Ève future en 1886. L'Ève future, c'est précisément euh, un roman sur les conséquences de la mécanisation de la voix sur la communication. Euh, le- D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la source de la future, en réalité, comment est-ce qu'il a eu cette idée? C'était une poupée mécanique Edison qui avait été présentée à une exposition universelle. Donc Edison a très vite compris que il y a aussi quelque chose à se faire au niveau des jouets et des enfants. Il y avait de l'argent à se faire avec cette invention qui était le phonographe. Et donc, il a inventé les premières poupées parlantes dans lesquelles il y avait un petit phonographe et on pouvait du coup faire dire à la poupée maman, papa, etc. Et Edison, pardon, Villy Adam a vu ça et il a pensé que là, il y avait effectivement quelque chose enfin, ça disait quelque chose de la manière dont fonctionnait la communication et donc la manière dont les humains communiquaient entre eux et sur le futur aussi de l'esthétique et du texte. Donc, Les Futurs, c'est un livre qui met en place, qui met en scène pour la première fois une forme de robot qu'il appelle l'andréide. Et alors, le mot androïde, en fait, vient de l'Ève future et de l'andréide de Villy-Ladan. C'est là-dedans qu'il a vraiment inventé ce premier personnage. Donc, l'andréide, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une poupée mécanique extrêmement sophistiquée. Il va partir d'un point de vue alors un petit peu machiste, on va dire, hein, mais donc on a un personnage une espèce de lord qui est amoureux d'une cantatrice extrêmement belle, qui a une voix magnifique, mais dont l'esprit est extrêmement terre-à-terre, matérialiste, anti-idéaliste. Et donc il y a un décalage pour lui entre la beauté idéale, quasiment platonicienne, de l'extérieur, du corps de cette cantatrice, et son esprit qui est celui d'une petite bourgeoise et donc il rêve, il est prêt à mettre fin à ses jours à cause de ça, hein. Il tombe sur Edison. Donc Edison, l'inventeur, est un personnage de fiction dans le roman. Euh, et Edison lui propose une expérience de lui créer un être parfait qui serait aussi beau extérieurement qu'intérieurement et qui lui permettrait du coup d'avoir sa cantatrice, d'avoir un amour avec sa cantatrice, mais sans avoir ce décalage entre le fond et la forme. Donc en fait, il va lui présenter ce robot, cette androïde, qui est à la fois extérieurement complètement parfaite, donc qui reproduit à la perfection la forme humaine, et qui, à l'intérieur, est animé avec un phonographe amélioré, sur lequel a été enregistré des centaines ou des milliers de textes qui ont été produits par les plus grands écrivains et les plus grandes plumes de leur époque et qui en même temps réagit en fonction du contexte. Alors, bon, techniquement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais vous voyez vous avez déjà une espèce de chat GPT ou le film Her, vous voyez avant l'heure le film sur lequel il y a un personnage tombe amoureux de son IA vocal. Là, c'est déjà ça qui est présenté à l'avance. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le personnage, effectivement, va tomber amoureux de l'androïde, qui est complètement parfaite. Alors, je vais passer sur les problématiques parce que, en fait, c'est extrêmement ambigu le sens à donner au roman, mais ce que veut présenter et la grande hypothèse, on va dire, de Billy Ladan, c'est que
les technologies comme le phonographe, le téléphone et désormais qu'on peut mettre en scène dans une espèce d'œuvre d'art parfaite que serait l'Android, ce sont des preuves d'une certaine manière, que Dieu est mort, que auparavant, tout ce qui relevait d'une transcendance et qui nécessitait une présence véritable, une intentionnalité, et le fait que pour le moindre texte ou la moindre œuvre d'art, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une âme ou qui ait un être humain qui soit à l'origine de l'œuvre, est mise à mal par l'existence possible de ces objets qui vont produire des formes de manière automatique, qui ne sont plus liées à une intentionnalité ou à une production humaine, et qui pourtant peuvent produire des effets aussi esthétiques et aussi puissants qu'une œuvre non humaine. Donc en gros, c'est l'idée que l'artificialité de ces objets ne baisse pas la valeur et la qualité de l'expérience esthétique qu'ils sont en mesure de produire. Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, et ce sont ces technologies-là en particulier qui vont créer cette espèce de crise du sens? C'est parce qu'on va toucher à la voix qui, depuis l'Antiquité, est un symbole vraiment de l'âme, de l'existence telle qu'on ne peut pas la dépêcher de la transcendance. La voix, c'est dans les diverses religions de livres, le monde est créé par la voix. Dans la Bible, c'est Dieu qui crée le monde par la voix. Euh, dans la philosophie antique, c'est en grec le pneuma, donc le souffle, et en latin l'anima, là aussi l'âme qui est aussi le souffle, qui sont des représentations de la singularité de l'âme humaine. Et donc la voix était le véhicule qui était le moins artificiel, et précisément, tant qu'on restait dans le domaine du livre, du texte écrit, on était dans quelque chose qui transposait de manière imparfaite la voix et l'existence. Là, pour la première fois, et il faut imaginer le choc que ça a été pour les premiers spectateurs de ces technologies, on va avoir le sentiment de pouvoir reproduire à volonté la présence et une partie de la corporalité et de ce qui était censé être l'âme de personnes qui parfois sont défuntes. Les premières grandes expériences du phonographe, pardon, ça a été précisément de pouvoir réécouter la voix de personnes qui étaient mortes. Et à l'époque, c'était complètement fou d'avoir pour la première fois quelqu'un qui était mort, dont le corps était absent et qui pouvait être réincarné comme ça à volonté. Donc, pour Billy Ladan, c'est d'une certaine manière une preuve qu'on peut qu'il y aurait matière à automatiser la production de texte, à automatiser la production artistique, parce que en réalité, la signification et la production de sens, elle ne se produit pas au niveau de l'auteur, au niveau d'une intentionnalité, elle se produit au niveau de la réception, et que c'est finalement le lecteur ou le spectateur qui donne vie à l'objet. Et c'est d'ailleurs le sens de l'expérience de l'Android. Euh, Villy Adam va appeler ça la foi. La foi, c'est le nom qu'il va donner au mécanisme qui permet de donner sens et de considérer qu'on a quelque chose en face de soi, qu'il y a quelque chose qui se produit en face de soi. Donc la foi, ce serait aussi bien le fait de se dire que la personne en face de soi de lui donner une intentionnalité, de considérer qu'il y a une communication possible, mais que de dire que tel texte, il y a un sens qui veut me dire quelque chose. Pour Villiers-Léadan, c'est aussi une conséquence d'une forme de solipsisme radical qui est dans la philosophie de la fin du 19e siècle très fréquent chez les écrivains et les philosophes. C'est l'idée euh, qui vient de Schopenhauer par exemple, que on n'a que affaire à des représentations du monde, qu'on ne pourra jamais atteindre et toucher
une forme d'altérité, qu'on est dans notre esprit et qu'on a affaire que à des représentations et à des formes qui existent en dehors de soi, mais dont on ne pourra jamais connaître l'identité profonde. Et donc, que toute forme de communication, que toute forme de dialogue avec un autre être humain ou quoi que ce soit, on est toujours dans une forme de projection de soi. On fait une hypothèse sur ce qu'il veut nous dire, sur le fait qu'il parle, qu'il soit honnête ou pas, etc. Mais on n'aura jamais accès à son intériorité. Et donc que par conséquent, que ce soit un être humain véritable ou un androïde ou un texte, on est toujours dans le même phénomène de projection de sa propre foi en face de lui, et c'est ça qui produit le sens. Donc là, l'androïde, elle va finalement matérialiser cette idée qu'on peut aussi automatiser la production d'objets culturels, parce que c'est pas au niveau de la production que se fait le sens, c'est au niveau de la réception. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus complexe que ça. Villy Adam garde une espèce d'ambiguïté dans son texte sur le fait qu'il y ait peut-être quand même une transcendance possible, parce que il va introduire un autre personnage dans son texte, qui est une espèce d'esprit désincarné d'une personne qui était morte, et donc il y a tout un aspect occultiste dans le passage. Et en fait, on ne sait pas, et il fait exprès de ne pas de rendre impossible le fait de savoir si c'est le cas ou pas. On ne sait pas si l'androïde est un simple robot mécanique qui ne fonctionne que de manière automatique, ou si en réalité l'esprit de cette espèce de fantôme est entré dans son corps et l'anime à sa place. Et donc on ne saura jamais à la fin, parce elle est détruite, enfin voilà, je vous spoil la fin, on ne saura jamais s'il y avait finalement, vous voyez le film Ghost in the Shell avec les... bon, s'il y avait un fantôme dans le personnage, dans l'androïde, ou si il était entièrement mécanique. Donc, en tout cas, ce sont des problématiques qui vont vraiment inspirer à cette époque énormément d'écrivains autour de cette question, voilà, de est-ce qu'on peut produire du texte de manière mécanique? Alors, je vous ai mis dans le cours en ligne quelques euh, éléments. Alors, hop. Je crois en particulier, voilà, un texte de Isabelle Krystowski, Écrire avec la machine, la littérature technologique ou la machine comme médium, qui fait un peu un état des lieux et un panorama de l'imaginaire des écrivains liés à ce qu'elle appelle les machines à écrire. Donc, ce sont toutes les formes de production mécanisée ou automatisée du texte qu'on va voir fleurir vraiment au 19e siècle dans la lignée de l'Isle-Adam. Euh, je vous donne quelques petits exemples en passant qu'elle ne cite pas forcément, mais donc par exemple en 1892, on a un texte de Marcel Schwob, qui était un écrivain symboliste, qui était aussi disciple de Villy-Ladan, qui va écrire un conte qui s'intitule La machine à parler, et dans lequel il met un inventeur qui a créé une machine, je cite, capable de créer des mondes en rotation et des sphères enflammées hurlantes avec le son d'une matière qui ne possède pas d'âme. Alors je vous lis la petite description de son invention, hein. C'était une gorge géante, distendue et grivelée, avec des repris de peau noire qui pendaient et se gonflaient, un souffle de tempête souterraine et deux lèvres énormes qui tremblaient au-dessus, avec un clavier. Alors il s'inspire en réalité d'une véritable machine qui avait été créée à l'époque, qui était une espèce de clavier, de clavecin, si vous voulez, ou euh, comment ça s'appelle? C'est pas grave. D'orgue. Voilà. Et donc, en fait, en appuyant sur les touches, ça actionnait du souffle. Et il y avait en même temps une espèce de bouche articulée qui changeait, enfin, et qui articulait comme la bouche humaine. Donc, qui reproduisait le mécanisme de la voix humaine. Donc là, alors que le phonographe enregistrait des sons humains et pouvait les rejouer de manière mécanique, là, on avait même directement un mécanisme qui produisait de la voix. Et donc là aussi, il va mettre en scène cette machine dans une, dans une perspective qui le rattache
une fois de plus à la question de l'âme et du pneuma et de l'anima, puisque il va montrer une espèce de catastrophe, d'apocalypse liée à cette machine qui va se détruire. Il y a une espèce de catastrophe, d'explosion qui détruit la machine, parce que c'est une forme d'hubris, c'est une forme de tentative de dépasser voilà, ce que devrait être capable de faire l'humain en reproduisant une création qui devrait être uniquement liée à la divinité. On a un autre écrivain qui va mettre en scène de manière très précise la mécanisation de la littérature, c'est Alfred Jarry, qui va penser la mécanisation aussi bien de la littérature que que de l'art. Dans un de ses romans qui s'appelle Les jours et les nuits, qui est bon, une espèce de réflexion aussi sur l'automatisme psychique et la standardisation des corps dans l'armée. C'est un roman en fait sur comment ça s'appelle, le service militaire et sur la manière dont l'armée est une forme de conditionnement des corps et des pratiques. Il va penser aussi, il va donner une définition de la création littéraire qui va anticiper sur ce qu'on va voir se produire ensuite du côté des surréalistes, par exemple avec l'écriture automatique, ou du côté de de la création d'avant-garde, avec toutes les formes de mécanisation et de génération automatique de textes et d'images en définissant une esthétique fondée sur la vitesse, sur l'absence de réflexion et sur la mécanisation de de la production. Alors lui, il va partir de l'expérience de la bicyclette. Là aussi, c'est une expérience qui est liée à des progrès techniques de l'époque. La bicyclette, c'était le vélo, c'est la grande invention à la fin du 19e siècle, qui va se répandre comme une traînée de poudre dans toute la société et tout le monde va commencer à faire du vélo. Et là aussi, il y a aussi une forme d'autonomisation et de mode énorme. On va pouvoir circuler très rapidement à travers la ville et puis entre les villes. Et la bicyclette, ça va être aussi pour Jarry l'occasion de réfléchir sur une forme de mécanisation des muscles humains et de la circulation et enfin, du rapport à l'espace et aussi de la manière dont fonctionne l'esprit. Donc je vous lis un petit passage simplement de ce roman où il dit que si l'homme avait été assez génial pour inventer la bicyclette, il devait se servir de cette machine à engrenage pour capturer dans un drainage rapide les formes et les couleurs dans le moins de temps possible le long des routes et des pistes, car servir les aliments à l'esprit broyé et brouillé épargne le travail des oubliettes destructives de la mémoire, et l'esprit peut d'autant plus aisément, après cette assimilation, recréer des formes et couleurs nouvelles selon soi. Donc l'idée, c'est que euh, là, l'imagination, en fait, est conçue de toute manière comme une forme de mécanisme qui s'approprie des formes et des couleurs liées à l'expérience, qui les décontextualise, qui les synthétise, qui les simplifie et qui va les recracher, les régénérer en fait à la suite. Et que normalement l'imagination fonctionne de manière lente et parce qu'il faut du temps pour emmagasiner des formes, pour les simplifier, etc. Alors que avec un objet comme la bicyclette, on peut en fait augmenter et intensifier ce phénomène de ce qu'il appelle le broyage et le brouillage de la mémoire. En fait, le travail de simplification et de synthèse mémorielle, parce qu'au lieu de voir les paysages à la vitesse habituelle en marchant, on va voir des formes très rapides, sans les reconnaître forcément, les emmagasiner très vite, et du coup pouvoir comme il dit, les recréer et les régénérer ensuite. Et ça va le mener même dans un autre roman qui s'appelle Les gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien. Donc dans ce roman qui est une espèce de roman là aussi enfin, pseudo-scientifique où il va inventer une fausse science qui s'appelle la pataphysique. Je ne vais pas revenir sur cette question-là, mais il va inventer une espèce de pré-ChatGPT ou
outil de génération automatique d'images qui va appeler la machine à peindre ou Clinamen. Le Clinamen, si vous avez fait un peu de philosophie antique aussi, c'était dans la philosophie comment il s'appelle déjà? C'est pas grave, on va retrouver les noms. Pardon? C'était Lucrèce? Non. Si c'est Lucrèce, c'était l'idée que c'est les premières théories atomistes, pardon. Donc l'idée que le monde en réalité est produit n'est qu'une une succession de petits atomes et que en fait les formes et les mouvements et tout ce qu'on connaît dans le monde n'est produit que par le fait que les atomes se cognent les uns aux autres et du coup qu'au lieu d'avoir des atomes qui tombent de manière entièrement rectiligne dans l'univers, le fait qu'ils se cognent les uns les autres produit des formes et des objets, mais que tout ça n'est que lié au hasard. Le clinamen, c'est justement le nom que Lucrèce donne à ce hasard qui va produire des formes, qui fait qu'on a l'impression, nous, en étant dans le monde, qu'il y a une causalité, qu'il se passe des choses, etc. Mais qu'en réalité, c'est simplement euh, des réactions et des interactions complètement liées au hasard. Et donc, j'arrive à se réapproprier un peu cette pensée de la production liée au hasard pour l'injecter là aussi dans la génération artistique, dans la production artistique. Et il va imaginer une machine à peindre donc là, je vais aussi vous livrer la description. Alors, il va s'inspirer, un petit peu comme Villy-Ladan, aussi d'une machine qui était présente pendant une exposition universelle. Mais là, c'était une machine pour peindre du camouflage pour les armées. Donc, on avait des premières machines qui, en fait, jetaient de la couleur sur des chars, des choses comme ça, des toiles pour produire les premiers effets de camouflage à l'époque. Et donc il s'est dit, là, on a un outil qui va permettre de sortir de l'académisme. On a un outil qui permet de créer de la peinture et de créer des formes sans faire appel à l'esprit humain et qui va pouvoir créer des formes nouvelles qui n'auront pas été pensées auparavant. Donc là, je vous lis le, euh, un petit passage où il imagine que, en gros, cette machine va remplacer tous les grands peintres qui étaient connus à l'époque dans les salons. Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, c'est après, il y a une apocalypse aussi dans le roman, hein. Donc après, on est aussi dans l'idée d'une machine qui continue à produire des formes et à générer des formes alors même qu'il n'y a plus d'humains sur Terre. La machine à peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines. C'était là où avait lieu l'exposition universelle. Seul monument debout de Paris, désert et ras, comme une toupie se heurtant au pilier, elle s'inclina et déclina en directions indéfiniment variées, soufflant à son gré sur la toile des murailles la succession des couleurs fondamentales étalées selon les tubes de son ventre. Dans ce palais scellé, hérissant seule la polissure morte, moderne déluge de la scène universelle, la bête imprévue Clinamen éjacula aux parois de son univers, etc., etc. Et là, il fait une liste de peintures qui sont produites, générées de manière automatique par cette machine. Alors, vous voyez qu'on a à la fois une espèce d'accomplissement théorique, en tout cas, de ce qu'avait penser les symbolistes, et en particulier un poète comme Mallarmé, qui était la disparition élocutoire du poète. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous avez vu ça un petit peu quelque part? Voilà. C'était l'idée que finalement, qui était mise en avant par des poètes comme Mallarmé, que l'œuvre devait exister indépendamment de son auteur. Là aussi, ça a été repris ensuite par Roland Barthes, qui a mis en avant le plaisir du lecteur et dans une forme de textocentrisme où le texte existait indépendamment de sa production par des auteurs ou de sa manipulation par d'autres personnes, par des éditeurs ou autres. Là, on avait cette idée que le texte devait exister de manière autonome. D'une certaine manière, l'automatisation de la production artistique, c'était une manière d'atteindre un niveau de déshumanisation totale, puisque là, il n'y avait même plus d'humain pour créer les formes. Elles se généraient de manière automatique. Ça permettait de nier toute forme d'intentionnalité et de penser une création
qui pourrait être généré de manière autonome. Et ça va permettre aussi ce genre de pensée par la suite. Les formes de création automatique dont on va parler, par exemple le ready-made. Le ready-made, l'idée qu'on puisse sortir un objet de son utilisation traditionnelle, par exemple un urinoir ou un porte-parapluie, et les présenter comme œuvres d'art, ça part de l'idée que l'intentionnalité n'est pas première dans la production de l'effet esthétique, mais finalement, ce qui importe, c'est le contexte et la manière dont va être présenté cet objet au public. Et du coup, que le rôle de l'écrivain ou de l'artiste va pouvoir être transposé depuis l'écriture ou la génération effective de l'objet vers sa mise en scène. Donc ça devient une espèce voilà, metteur en scène ou de dramaturge de l'objet. Et là aussi, d'une certaine manière, c'est ce que propose déjà Jarry, qui d'ailleurs faisait ça aussi dans son écriture de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de textes de Jarry qui sont en fait des copier-coller de textes qu'il avait trouvés dans le magasin pittoresque, dans les encyclopédies de l'époque ou autres. Donc il pratiquait aussi la réappropriation, la réutilisation, le copier-coller dans sa pratique d'écrivain. Euh, donc on a cette espèce je vous disais, de livre-machine ou de peinture-machine aussi, qui fonctionne selon le hasard. Et ça, c'est pas aussi, c'est aussi important de mettre ce hasard au centre. Et on verra que les logiciels comme ChatGPT ou autres fonctionnent aussi largement à partir du hasard, mais qui a un hasard qui est construit, provoqué, maîtrisé, où en fait, on construit les conditions de production de ces objets, avec une ambition. Pourquoi est-ce que tous ces écrivains et artistes s'intéressent à des formes de création automatisée? C'est essentiellement pour aller contre les académismes et pour produire des formes neuves. Donc c'est dans une perspective avant-gardiste. Là où il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal à cette époque, c'est que cette perspective avant-gardiste, elle va finalement, qui est normalement fondée sur une idée d'originalité et de singularité du créateur, elle va promouvoir un créateur absent ou déshumanisé ou qui fait appel à des outils mécaniques pour produire des formes, parce que finalement, ce sera la meilleure manière, la meilleure façon de produire des formes qui ne soient pas déjà existantes, de ne pas reproduire les académismes, de ne pas reproduire les formes de l'art conservateur, mais de proposer quelque chose de neuf. Alors, on va avoir, pour terminer rapidement, quelques exemples ensuite au XXe siècle et plus tard, avant même, une fois de plus, d'avoir des outils numériques pour faire de l'écriture automatique, on va trouver diverses tentatives de produire ça. Vous avez par exemple le texte de livre combinatoire de Raymond Queneau qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes, hop, qui est une espèce de livre-machine, puisque c'est un livre qui est... alors, il y a plus d'images, voilà. Qui est... où il a écrit, je ne sais plus combien exactement de vers, et le livre est coupé. Alors, ouais, non, vous ne voyez pas très très bien, mais c'est en 14 bandes, donc qui reproduit la structure du sonnet. Et chaque bande porte un vers. Et on peut du coup ouvrir ou fermer les bandes. C'est une forme d'algorithme matériel, si vous voulez. Vous pouvez, on pourrait, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait, hein, je crois, de reproduire le texte sous forme aléatoire, où il suffit de cliquer sur un bouton pour générer des poèmes. Et l'idée, c'était que du coup, le, on déplaçait là aussi la production du texte du côté du lecteur et du côté de l'aléatoire, puisque on a des milliards de poèmes qui ne sont qui sont produits au moment de la lecture. Alors, dans sa préface, il écrit: Ce petit ouvrage permet à tout à chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers bien entendu,
C'est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24. Donc il anticipe sur une espèce de programme d'écriture automatique qui pourra être mis au point dans enfin, du côté informatique. Euh, il y a d'autres écrivains qui vont penser aussi comme ça des livres automatiques. Il y en a en particulier qui est très connu et on a d'ailleurs fait des comparaisons récemment, on en reviendra peut-être là-dessus, entre sa conception du livre et un outil comme ChatGPT, qui est Borges, l'écrivain argentin, qui a écrit dans ses contes au XXe siècle plusieurs contes autour justement de la représentation du livre et de livre infini, et qui anticipe aussi d'une certaine manière sur la génération automatique de texte. Donc par exemple, il y a un conte, pardon, qui s'appelle Le Livre de sable, qui est un livre, une espèce de livre magique qui, chaque fois qu'on l'ouvre, s'ouvre sur une page différente. Et en fait, on peut jamais lire deux fois la même chose et on a systématiquement voilà, enfin, on a accès, mais de manière là aussi très hasardeuse, à des contenus. Donc, de certaine manière, c'est un petit peu comme si le 100 000 milliards de poèmes, là, était infini. Là, et parfois, on tombe même sur des pages avec des caractères inconnus qui sont illisibles. Euh, et il dit, voilà, mon attention fut attirée par le fait qu'une page paire portait, disons, le numéro 40 514 et la page impaire qui suivait, le numéro 999. Je tournais cette page. Au verso, la pagination comportait 8 chiffres. Donc en vrai, c'est une espèce de livre fantastique qui n'a ni début ni fin, avec un nombre de pages infini, et du coup qui est une espèce de représentation de la totalité de ce qui pourrait être écrit par un être humain. Et il va justement mettre en scène dans un conte très célèbre aussi qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, euh, cette même idée de littérature infinie dans une espèce d'inversion de la formule. C'est plus le livre qui est infini avec la totalité, avec des pages à n'en plus finir. C'est la bibliothèque qui est immense, puisqu'il décrit un monde imaginaire qui est composé uniquement de rangées de livres, avec un narrateur qui se promène dans ce monde immense où tous les murs, ce ne sont uniquement des livres. Et chaque livre a le même nombre de pages, le même nombre de signes. Et à l'intérieur de chaque livre, il y a des lettres ou des mots, mais qui semblent jetés entièrement au hasard. Et donc l'idée, c'est que ce monde, en fait, est composé par la totalité des livres possibles qu'on pourrait produire uniquement de manière automatique en remplissant au hasard les lettres les unes à la suite des autres. C'est un peu aussi une variation sur l'idée des chimpanzés qui sont sur des machines à écrire. S'il y en avait des milliers en série qui tapent sur des machines à écrire pendant des années et des années, il y en aurait un qui finirait par taper un livre de Shakespeare. Mais là, c'est la même chose. C'est la bibliothèque qui contient la totalité des livres possibles, mais qui n'a pas de. On ne sait pas. Il y a des bons livres, il y a des mauvais livres, et en fait, tout est produit entièrement par hasard. Ce qui rend les personnages extrêmement dépressifs aussi et tristes, c'est de savoir que dans un des livres de cette bibliothèque, il y a l'explication de la bibliothèque et l'explication du monde et le sens de la vie, etc. Où il y a des livres qui ont les théories physiques entièrement révélées, etc. Mais comme ces livres sont complètement produits de manière hasardeuse, on ne sait pas où il est. Et puis il y a aussi des livres il y a d'autant plus de livres qui mentent et qui disent la vérité alors que c'est faux ou qui sont très proches de la vérité. Vous voyez à quel point d'une certaine manière, c'est une représentation avant la lettre de l'espace latent qu'on trouve dans les grands modèles de langage, qui sont justement des espèces de très vastes représentations de possibles culturels, de textes possibles et d'images possibles, dans lesquels qu'on va pouvoir explorer par des prompts, par des invites, où justement on va se projeter à l'intérieur
et chercher des zones dans ces textes qui pourraient être intéressantes sans jamais être certain de tomber sur quelque chose de juste ou de vrai ou de bien. Mais euh, alors, avec la différence que là, on a une bibliothèque qui est entièrement produite par le hasard, donc ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucun moyen de se diriger à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de sens à la manière dont elle est conçue, alors que, on le verra, les grands modèles de langage, ce sont des représentations du monde finalement qui sont liées à des apprentissages statistiques, ce qui fait on peut explorer de manière beaucoup plus précise et on peut même aligner, enfin on reviendra sur ces questions-là, ces modèles sur des objectifs et on peut les utiliser dans des cas bien définis. Donc, contrairement à la bibliothèque infinie de Babel, on a des objets qui sont quand même qui ont des structures très précises. Euh, non, ça, oui, non, je vais pas avoir besoin de. Donc, ça, et c'était un petit peu les premières grandes expérimentation théorique, en tout cas, sur la génération automatique de texte. Et on va voir ensuite, lorsque l'informatique va arriver dans les années 60 en particulier, des auteurs qui vont s'emparer de ces mêmes, enfin, de ces mêmes idées pour les mettre en pratique. Et alors, on ne va pas le regarder en détail ensemble, mais on pourra regarder surtout ce qui va se faire du côté des IA génératives. Effectivement, on a vu des écrivains qui ont écrit avec des algorithmes, des outils de génération automatique de texte qui allaient pouvoir chercher des mots et générer automatiquement des formes, exactement comme les vers de Queneau, mais plutôt au niveau de la syntaxe ou à des niveaux plus précis. Euh, Ça a été fait pendant assez longtemps, jusqu'au début des années 2000. Il y avait quelques auteurs qui pratiquaient ça, mais ça restait quelque chose de relativement restreint et un petit peu marginal, on va dire, dans la production littéraire. Aujourd'hui, avec des outils comme les LLM, on a les écrivains qui brusquement euh, euh, produisent le rêve aussi bien de Borges que de Landry, de Villy-Ladan, et qui vont véritablement utiliser ces outils de génération automatique de texte pour produire des textes qui n'ont rien à voir avec les premiers textes générés automatiquement, qui étaient pas très complexes, on va dire. Donc on va s'intéresser à ça précisément. Allez, donc je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis après on parlera, alors pas tout de suite de la question de la génération automatique de texte, mais de ce que avant l'IA, les humanités numériques ont fait à la critique littéraire. Voilà, on fait une petite pause de 10 minutes. Bonjour, vous allez bien? J'avais balayé un article que je lisais, un peu au hasard malgré tout. Le périmètre est tellement large. Donc, je suis le conseil consiste à essayer de lire. Bon, je pense que je vais un jour. En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas seul. Je ne sais pas si vous avez un mois d'examen. Non, je pense que c'est. Et en vous entendre, ce qui est fantastique, c'est de se poser cette question. Le banc, bah oui, la pauvre histoire de ce ah bah oui, donc, vraiment, l'intelligence, c'était pour moi le stratégie. Deuxième chose que je voulais demander, pour le faire tout le temps, est-ce que plus en régie, je peux avoir compris juste là-dessus, les modalités de la réduction, sur des sujets on choisit 6 sujets, six articles. Voilà, ça peut peut être être comment, ton premier, vous pouvez commander. Vous pouvez analyser un cas d'étude précis, par exemple un livre qui parle de l'IA ou qui a été généré par l'IA. il y a 6 sujets. Oui, Et on trouve que ce sujet aura, qui lui, voilà, oui, vous reprenez. des figures imposées. Non, 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 pas du tout. Là, c'est plutôt en fait l'occasion de présenter aujourd'hui parmi les choses que vous avez présentées. Ça peut être la même chose. Ça Des peut cas, être voilà, commun. ça peut être commun. Et donc, C'est plein de choses. Parce que je vais pas compris. c'est simplement choisir un jour une interprétation. Oui, Non, ça. j'avais compris. Non, 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 mais c'est bien de dire ça parce qu'on ça veut dire que c'est pas assez clair, puis je pourrais le répéter. Donc, les 6 bulletins sont libres et les sujets peuvent être pris parmi les 6 textes. Et dans les 6 bulletins, je fais des articles, du livre,
C'est ça, c'est vraiment même des émissions par rapport à votre, oui, exactement, à votre sujet. Ça peut être très bien des choses que vous allez réutiliser ensuite dans votre mémoire. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait 40 ans. La vie, encore, voilà. Vous avez besoin de vous avez des bonnes, il n'y a pas de vague. En fait, c'est les impulsions en B2. Ouais, c'est sûr. Et en plus, quand on fait un c'est la même chose comme bizarre. En fait, on a des offres. En plus, on va sur les sportifs. Là, c'est pas. Mais on ne voit pas si on va à droite. Parce que si on regarde, on voit le furieux sur le maison. Oui, je vous inscris sur le cours en ligne. Entendu. Chef. Alors, est-ce que vos camarades vous ont expliqué un petit peu D'accord. Alors, attendez.
Oui, non, mais je vais faire tout de suite. Pédagogie, vous n'êtes pas à distance. Et voilà. Oui. Et donc, normalement, sur le il y a les objectifs, le carnet, voilà, et les modalités d'évaluation. Oui, vous pouvez mettre sur voilà, envoyer un message, et mettre ça sur le forum, il est là pour ça. Je vous en prie. Oui, d'accord. Pas de souci. Alors, on peut reprendre? Alors, reprenons tranquillement. Euh, donc, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la question de on a vu ce que c'était les enjeux du côté de la production textuelle. Là, ce serait au niveau de la réception. Qu'est-ce que ça fait de lire de manière numérique et qu'est-ce qu'on a eu aussi comme généalogie de l'automatisation des pratiques de lecture? Donc, on va le voir, la question de l'utilisation de l'IA pour interpréter des textes et pour lire et critiquer la littérature. En fait, elle s'inscrit là aussi dans une très longue histoire de la manière de repenser ce que c'est que l'interprétation littéraire. Histoire qui, jusqu'à il y a encore assez peu de temps, on allait parler d'humanité numérique. Humanité numérique, ce qui voulait définir justement les manières dont l'ère numérique, qui n'est pas simplement le simple fait de mettre des outils numériques, digitaux, et de les appliquer sur certains objets, mais qui est le fait que ces outils numériques, désormais, font partie de manière intrinsèque de nos manières d'exister socialement, intellectuellement ou autres. C'est-à-dire que le simple fait que ces objets et ces techniques sont désormais au centre de nos médias de communication en particulier, font qu'en réalité, la société est numérique de manière indiscriminée. On ne peut pas dire qu'il y a des aspects non numériques de nos relations sociales, parce que même quelqu'un qui serait complètement ludique, anti-ordinateur et qui voudrait exister en dehors de la société, il ne pourrait pas faire comme si les autres personnes autour de lui et une grande partie des actions et des interactions sociales n'étaient pas de plus en plus réglées et contrôlées par des aspects qui étaient liés au numérique. Pour vous donner juste un exemple, je ne sais plus où on en avait parlé ou pas, mais Facebook, on peut ne pas avoir de compte sur Facebook, même si on n'a pas de compte sur Facebook. euh, Facebook a une identité pour toutes les personnes qui existent sur Terre. Parce que euh, il prévoit, en fait, Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est une vaste base de données qui a pour principal objectif de cibler des populations potentielles pour des annonceurs publicitaires et donc ils veulent connaître au maximum leur base utilisateur. Et pour connaître leur base utilisateur, non seulement ils font des graphes de connaissances, de représentation de leurs utilisateurs, donc en fait chaque utilisateur est un point dans une espèce de représentation en réseau qui le relie avec des communautés, avec des collectivités, avec un âge, un groupe social, un métier, etc., etc., des groupes politiques ou autres. Donc chaque personne est une espèce de graphe de connaissances et tous ces graphes sont connectés les uns aux autres. Et lorsqu'on a des personnes qui n'existent pas, qui n'ont pas de compte Facebook, Facebook va créer
leur identité potentielle pour pouvoir continuer en fait sa modélisation des relations humaines. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui apparaît sur une photo, qui est mentionné dans un post, qui, où il y a un lien, où il y a son adresse email qui apparaît, etc., les bots de Facebook vont créer une fiche pour cette personne, même si elle n'a pas de compte Facebook, et elle va exister donc de manière potentielle dans le réseau parce que pour avoir une meilleure représentation de leur société, ils ont besoin finalement de connaître tout le monde. Oui. Ah non, mais légalement, non, mais c'est pas très légal tout ce qu'ils font, hein. Non, mais il faut pas. Malheureusement, enfin, ça leur pose des gros problèmes avec voilà, ce qu'a demandé le fait qu'on puisse avoir accès. Normalement, on peut demander hein, de toute façon à Facebook d'avoir la totalité des informations qu'on a, qu'ils possèdent sur nous et de les effacer. Donc ça, ils sont théoriquement obligés de le faire. Est-ce qu'ils le font réellement? Ça, c'est une autre question. On verra que les questions légales, ce genre d'entreprise, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Vous avez un gros cas judiciaire, là, il n'y a pas très récemment, hein, c'est qui était avec Anthropic, la société derrière Claude, donc la grosse, le deuxième plus gros quasiment, ou troisième plus gros modèle de langage, et en tout cas le deuxième plus gros sur ce créneau particulièrement, parce que je ne vais pas compter Gemini, parce que Gemini c'est une partie dans Google. Mais Claude a été attaqué en justice parce ils avaient utilisé des textes sous droit pour entraîner leur modèle. Et ils ont préféré payer des milliards en droits d'auteur aux personnes qui les ont attaqués en justice pour arrêter tout de suite la lawsuit, enfin, donc la procédure judiciaire, plutôt que de risquer d'avoir une véritable procédure judiciaire où là, il se serait peut-être plutôt des centaines de milliards, voire plus, qu'ils auraient potentiellement pu perdre. Ben, ils ont déjà fait là, ils étaient en groupe et donc là aussi ça va faire jurisprudence sur ce qu'on peut utiliser ou pas et de toute façon c'est quelque chose qui change très rapidement. Bon, toujours est-il, on en reparlera parce que c'est des questions assez problématiques. En tout cas, donc, on est dans une ère numérique et du coup, on a une modification, on a déjà dit un peu la fois précédente, un radical de l'accès à toutes les ressources et aux formes de savoir qui vont effacer en particulier tout ce qui était auparavant contraintes géographiques, commerciales, universitaires ou temporelles. Jusqu'à très peu de temps, lorsqu'on voulait consulter un livre, il fallait aller dans une bibliothèque, avoir une carte d'accès à la bibliothèque, il y avait toute un savoir aussi et un savoir-être à acquérir pour apprendre à se servir d'une bibliothèque. Aujourd'hui, on a des outils et des bases de données outillées, on en avait parlé la dernière fois, qui fait que les textes ne sont plus les simples textes papier stables qu'on met, des textes en réseau dans lesquels on peut faire des recherches plein texte. Euh, et, euh, et du coup, ça change aussi euh, de manière radicale ce qu'on peut dire sur les objets culturels du passé. Il y avait un exemple qui avait été donné par Henri Béard, qui est un spécialiste du surréalisme, mais qui a aussi été un des précurseurs de l'utilisation de l'ordinateur dans la recherche littéraire dès les années 1990 ou autres. D'ailleurs, il a écrit deux livres qui s'appellent, je ne sais plus quelque chose, La littérature et son golem. Euh, le golem, voilà, la littérature et son golem, c'est à la fois l'espèce de personnage de la mythologie euh, euh, juive, mais surtout il y avait le golem qui était écrit par, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, c'est pas très grave. C'est un roman qui se passe à Prague. Mais bon, bref. Et lui, le golem, c'est le représentation, c'est l'ordinateur, le golem, qui est aussi une espèce de créature entre vivant et mort et qui produit des formes et des textes. Bon, en tout cas, il a eu une réflexion justement sur ce que l'ordinateur fait à la littérature et il donnait un exemple qui était que pendant très longtemps, il y avait des chercheurs qui affirmaient, par exemple, qu'il y avait tel mot qui n'apparaissait pas dans Voyage au bout de la nuit de Céline. Et lui, il a dit, eh ben, ni une ni deux, je prends le texte numérique, je cherche le mot, et ben, boum, il le trouvait. Et donc, il pouvait déconstruire comme ça des arguments. On a désormais des outils qui permettent de
euh, par rapport à, pendant des années, on connaissait finalement les textes, mais de loin, et toujours de manière, on est obligé de faire des synthèses mémorielles, et on reparlera de cette question de la synthèse mémorielle d'ailleurs par rapport aux IA, des textes qui fait qu'on les connaissait, mais toujours d'une certaine manière de seconde main ou de manière imprécise. Et si on voulait faire un travail très précis de justement statistique, de stylistique ou autre, on ne pouvait pas le faire. Désormais, avec ces outils-là, une des premières implications, ça a été de pouvoir faire de la stylistique instrumentée à grande échelle. Ça a permis de produire une forme de lecture numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement cette question de la lecture numérique? Il y a divers définitions. Là, je vous renvoie, je vous ai mis, je crois, un petit lien. Oui. Ah, mais je vous ai même pas lu ça la dernière fois. Ah, bah, j'avais toutes des citations. Bon, c'est pas grave. Je vous lis un petit passage de euh, Andrew Piper, qui est un chercheur en humanité numérique, justement, qui travaille sur la littérature, mais non pas par une lecture de détail, mais on le verra par une lecture à distance, et où il va s'intéresser non pas au texte et à son interprétation, davantage finalement à d'autres dimensions du texte, beaucoup plus abstraites, mais qui peuvent être comptées. Et donc, il a écrit tout un livre sur cette question des études littéraires, les données et ce qu'il appelle l'énumération, c'est-à-dire le fait de compter finalement comme technique d'interprétation. Donc je vous lis simplement la traduction c'est la quatrième de couverture de son livre. Ces développements soulèvent une question fondamentale et encore sans réponse. Quelle est la signification de la quantité littéraire? Donc le fait de faire des statistiques textuelles, par exemple, et de dire que dans tel livre, il y a tant de fois tel ou tel mot qui apparaît. Dans Énumération, Andrew Piper répond à cette question dans une variété de domaines fondamentaux pour l'étude de la littérature. Il se concentre sur les particules élémentaires de la littérature, depuis le rôle de la ponctuation dans la poésie, la question de l'intrigue dans les romans, l'étude des topoi, le comportement des personnages, jusqu'à la nature du langage fictif et la forme de la carrière d'un poète. Alors, on verra justement, ce sont des thématiques ou des concepts ou des fonctions qu'on essayera aussi de voir du côté de l'IA et de voir la manière aussi dont des outils et les agents d'intelligence artificielle transforment aussi ces concepts ou comment est-ce qu'on peut automatiser l'étude de ces concepts avec des outils d'intelligence artificielle. Euh, donc là, ce qui est intéressant, et on le reverra avec d'autres penseurs de la littérature, c'est une forme d'abstraction du concept littéraire où on va pas s'intéresser, on disait, aux idées, on va s'intéresser à la forme, on va s'intéresser essentiellement à la littérature comme forme matérielle, son existence dans le langage, et on va s'intéresser à la forme dans ce qu'elle a de comptable. Comment est-ce qu'on peut étudier des régularités, voir des évolutions et repérer des transformations dans la forme, dans le langage même, qui peuvent dire quelque chose de l'évolution esthétique, des choix littéraires qui ont été faits par ces auteurs à différentes époques, et comment est-ce que le fait de passer par ces dimensions-là, par cette abstraction-là, permet de penser la littérature, non pas au niveau des textes individuels, puisque pendant très longtemps, et on le reverra aussi un petit peu plus en détail, euh, interpréter la littérature, ça a été essentiellement faire une lecture très précise de détails des textes pour pouvoir lire là des textes à grande échelle, pour pouvoir lire des milliers et des milliers de textes en série, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant lorsqu'on lit humainement. Donc c'est ce qu'il dit un peu par la suite, hein. Comment la quantité influente-t-elle sur notre compréhension de ces catégories? Que se passe-t-il quand on regarde 33 388 230 signes de ponctuation, 1,4 milliard de mots ou 650 000 personnages de fiction? Est-ce que cela change notre perception de la poésie, du roman, de la fiction, du personnage, du lieu commun ou de la carrière de l'écrivain? On reviendra aussi là sur cette question qui était un des grands problèmes qui avait été posé par Franco Moretti sur la question de sa définition justement de la lecture distante, qui était le fait que on a lu encore jusqu'à présent essentiellement de manière canonique un certain nombre de textes qui sont toujours les mêmes et qu'on continue à étudier et à lire et à transmettre, alors que la
plus grande majorité de ce qui a été produit en littérature n'a plus jamais été lu et n'a plus jamais fait l'objet d'interprétation. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de continuer à lire toujours les mêmes textes, on ouvre le cadran pour essayer de lire la totalité de ce qui a été produit? Qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire littéraire si, au lieu de ne lire que les quelques textes où on connaît, finalement, on leur pose des questions en sachant déjà pertinemment ce qu'on va avoir comme réponse, on essaie de lire les autres textes et de voir si les hypothèses qu'on fait, par exemple, sur un petit canon et sur un petit corpus, elles sont transposables à grande échelle. Parce que c'est très facile de dire, à propos de l'œuvre de Balzac, par exemple, que vous avez un intérêt plus grand pour la sociologie à l'époque, qu'il y a une forme de pré-sociologie qui naît dans le roman à l'époque balzacienne. Qu'est-ce qui se passe si on lit la totalité des romans qui étaient publiés en même temps que les romans de Balzac? Est-ce que cette importance de l'aspect social, il est aussi marqué chez les autres romanciers? Est-ce que c'était ça que lisaient les gens? Est-ce que les gens lisaient vraiment Balzac ou est-ce qu'ils lisaient aussi les autres? Et parmi les autres romanciers, ceux qui ne sont plus lus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus été lus? Et qu'est-ce que ça produit comme histoire littéraire différente d'aller voir comment eux construisent des personnages, quel type de narration ils mettaient en scène, etc., etc. Donc en fait, ça permet le passage au numérique, une transformation de la notion même de corpus. Au lieu d'avoir un corpus fermé, là, on essaie d'avoir des corpus qui soient le plus ouverts possible. On reparlera de ces questions-là. Des corpus qui vont être aussi qui sont potentiellement malléables et transformables. Et en même temps, ça impose de changer ces méthodes parce qu'on ne peut plus lire ces objets. Donc, il faut trouver d'autres manières de lire qui permettent de rendre compte, de modéliser, de représenter ces formes euh, de manière synthétique, alors qu'on n'a pas ni le temps de les lire, ni la capacité cognitive, on va dire, de les gérer. Euh, donc, lire numériquement, pour une grande part, ça va vouloir dire passer du qualitatif au quantitatif. On verra précisément que ce qui va nous intéresser dans les outils d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir revenir au qualitatif. Et on verra que un des intérêts d'outils de génération automatique de texte, c'est de pouvoir générer des interprétations qui vont, on va retrouver en fait l'aspect qualitatif, mais on va pouvoir le faire à grande échelle. Puisque si c'est un robot qui lit les romans et qu'il est capable de les lire à toute vitesse, on va pouvoir traiter un nombre de textes gigantesques par rapport à la lecture traditionnelle. Donc on reviendra sur ces questions-là. Donc en tout cas, il y a un passage du qualitatif au quantitatif. Il y a une reconfiguration des objets mêmes de la littérature. Et en fait, ces pratiques de lecture quantitative, elles sont apparues relativement tôt. Euh, je vous ai mis un lien, mais ouais, avant d'aller là, vers un texte de Ted Underwood qui s'appelle... alors, il est où le lien? Hop, 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 hop. Voilà, Seven Ways Humanists are Using Computers to Understand Text, donc qui est en anglais, mais que vous pouvez très facilement traduire automatiquement si nécessaire, où il va justement mettre en avant cette manière d'aborder les textes en humanité numérique avec des champs disciplinaires différents associés. Là aussi, ça pourra nous servir un petit peu de carte pour faire des expérimentations et tester des choses. Alors, il va mettre en avant des techniques de la plus simple à la plus complexe, de la visualisation de texte. Euh, voilà, c'est visualiser un texte simple, c'est ici, à des pratiques de plus en plus complexes. Mesurer les dimensions d'un texte, donc là, ça va être par exemple savoir le nombre de mots, le nombre d'adverbes, ceci, cela, enfin pour faire une espèce de stylistique à grande échelle. euh, Identifier les mots spécifiques à un texte. Ça aussi, c'est quelque chose qui est directement lié au monde des statistiques, qui vont permettre de repérer dans un texte quels sont les termes qui sont utilisés davantage par un texte, pas seulement d'un point de vue de la fréquence, c'est-à-dire pas seulement parce que tel texte utilise 10 fois tel mot, alors que l'autre ne l'utilise presque pas, mais de manière contrastive
en montrant comment est-ce que si par exemple il y a un mot qui est utilisé très souvent, mais que son usage est partagé par tous les textes, même si le mot il apparaît 50 fois dans chacun, ce sera pas très intéressant parce que tout le monde le dit. Et ça, c'est typiquement les mots de syntaxe, les et, a, ou, etc. Ils ont pas un intérêt très puissant dans la distinction des textes, dans la classification des textes, parce que ils sont présents partout. Par contre, si vous avez un mot qui est utilisé même seulement 3 fois dans un texte, mais c'est le seul texte qu'il utilise et personne d'autre ne l'utilise. Là, même si on a une très petite nombre, si on a un très petit nombre d'occurrences, le fait que comparativement, il soit très présent, enfin, il soit présent là et absent ailleurs, va lui donner un poids beaucoup plus grand dans la singularisation de ce texte. Et ça va permettre, par exemple, ce genre de statistiques-là, de voir à la fois des analyses stylistiques d'auteurs, mais aussi de genres, voir comment certains genres, par exemple, utilisent de manière massive certains types de mots, certains clusters de mots, et comment on peut classifier des textes en fonction de leur utilisation des mots. Euh, Organiser les livres entre eux, donc là aussi, c'est l'exploration. On avait parlé par rapport à Gallica, par exemple, le fait de pouvoir faire de la recherche plein texte pour pouvoir organiser les textes. Modéliser les formes littéraires. Là aussi, on s'intéressera à la question des genres et on s'intéressera en particulier à la question de qu'est-ce qu'un genre et comment est-ce que, en fait, on peut rendre compte de la complexité et de la définition de ce que c'est qu'un genre. Euh, si on enfin, voilà, si on disait simplement qu'un genre, c'est une série de caractéristiques qui sont présentes ou absentes, en réalité, c'est à la fois assez peu intéressant et assez peu efficace pour dire ce que c'est véritablement qu'un genre dans les mécanismes et les pratiques littéraires. Au contraire, si on va, c'est ce qu'on essaiera de faire avec des outils d'intelligence artificielle en particulier, si on va considérer les genres comme un ensemble de dimensions et de pratiques et de programmes de lecture différents, c'est-à-dire finalement le genre comme un certain cadrage de la lecture qui produit des effets de lecture en fonction de la manière dont le lecteur est invité à recevoir les textes. On va voir que non seulement un texte peut changer de genre, parce que finalement il suffit de dire qu'un texte appartient à un autre genre pour provoquer une lecture différente et du coup faire voir des choses différentes dans le texte, mettre en avant d'autres éléments, parce que si vous dites qu'un texte est un roman gothique, vous allez mettre beaucoup plus d'impact sur les aspects négatifs de romans noirs, nostalgiques ou quoi que ce soit. Alors que si vous dites que le même texte est un roman comique, d'un seul coup, la moindre phrase peut être lue de manière ironique, au second degré ou autre, et du coup, vous produisez des textes différents. Donc voilà, et ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment euh, générer et classer automatiquement les textes en fonction de genre, par exemple à partir de leurs statistiques, parce que le même mot finalement peut avoir un sens différent selon tel ou le moment où il est situé dans le livre, selon le type de livre dans lequel il se situe, etc. Donc là, on essaiera de voir comment penser le genre à cette échelle-là. Ce qu'il appelle alors quoi euh, les barrières sociales, mais je vois pas exactement ce qu'il veut dire par là. Donc on reviendra. Et alors les derniers points, c'est la modélisation non supervisée. Dans la modélisation non supervisée, c'est ce qui est qui était à la mode à un moment. On est un petit peu revenu de ces questions-là. C'était pouvoir classer les textes et chercher des données dans les textes sans poser de questions au préalable. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque vous faites une interprétation littéraire, par exemple, vous avez une hypothèse de lecture qui va faire que vous voyez certaines choses et d'autres seront invisibles. Et le résultat, c'est que parfois vous pouvez passer à côté de certaines caractéristiques du texte parce que c'est pas ce que vous lisiez, c'est pas ce que vous cherchiez. Et si vous avez fait voilà, en faisant vos recherches par exemple, vous êtes obligé de relire très souvent le même texte parce que selon l'hypothèse de lecture ou selon la question que vous posez au texte, vous n'allez pas forcément voir la même chose et vous n'allez pas forcément vous intéresser aux mêmes éléments. Euh,
Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne pose pas de questions au texte et qu'on essaye de voir quelles sont les grandes caractéristiques et les régularités qui pourraient émerger des textes indépendamment des questions qu'on leur pose. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir, avec des méthodes statistiques par exemple, voir dans des textes à grande échelle des régularités qu'on n'avait pas forcément repérées parce qu'on n'avait pas posé la bonne question, mais qui permettraient de mettre en évidence, par exemple, de l'apparition de genres qu'on n'avait pas vraiment étudiés ou des modifications dans la caractérisation des personnages ou autres qui n'avaient pas été pensées, ou des évolutions idéologiques, par exemple, dans les textes, qui étaient restées invisibles parce qu'on n'avait pas posé la question. Alors on verra que en fait, la question de ne pas poser de questions à un texte en fait, et d'avoir une interrogation non supervisée, ça n'existe pas réellement. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait de choisir un corpus, de définir un corpus, le simple fait d'utiliser tel ou tel outil numérique plutôt qu'un autre, ça va forcément, c'est en soi en fait une forme de supervision. C'est un cadrage qui va permettre à certaines caractéristiques d'être exposées et d'en rendre d'autres invisibles. Donc en réalité, il n'y a pas de, on ne peut pas ne pas cadrer la lecture qu'on va faire d'un texte. Et donc là aussi, on s'intéressera à ces questions de comment est-ce qu'on fait émerger des textes différents et comment est-ce que des outils d'intelligence artificielle en particulier pourraient permettre de modéliser des cadrages conceptuels différents pour pouvoir rendre compte de la complexité et de la diversité des interprétations possibles d'un même texte. Alors, parmi les grandes questions qui ont été posées donc à la littérature avec les humanités numériques en particulier, il y a une des questions qui a été très étudiée, c'est celle du style. Le style, là aussi, on reviendra un peu plus en détail sur ces questions-là, mais je vous rappelle quelques principes parce que c'est précisément à partir de la question du style qu'on a commencé à s'intéresser à la statistique et qu'on a fait les premières expérimentations d'analyse à grande échelle. Euh, le style, au départ, on l'a défini comme, comme un écart par rapport à une norme. Donc l'idée que qu'est-ce que c'est le style d'un auteur? C'est tous les choix qu'il fait qui diffèrent de la manière dont on dirait le plus simplement possible la même chose, si vous voulez. Et donc, si on définit le style de cette manière, ça devient quelque chose d'aisément quantifiable. On peut facilement partir d'une norme et dire et mesurer cet écart et du coup faire des analyses statistiques qui permettraient de dire que ben, tel auteur utilise davantage telle tournure syntaxique, utilise davantage tel vocabulaire, utilise par contre beaucoup moins un certain, et du coup rendre compte à la fois d'un auteur ou d'un genre ou d'une époque en fonction de la manière dont elle se compare aux autres époques ou aux autres auteurs. Euh, donc les humanités numériques et l'analyse numérique de la littérature a commencé en grande partie par cette option-là. Et un des premiers, d'ailleurs, une des premières expérimentations dans ce domaine, qui est très souvent rappelée dans les histoires des humanités numériques, là je vous renvoie au texte de Pierre Mounier et de Aurélien Bérin, justement, sur l'histoire des humanités numériques et la manière dont on a réécrit aussi cette histoire. Parce que pour une grande part, c'est aussi du storytelling, c'est beaucoup de manières de redonner une légitimité à cette discipline, les humanités numériques, en l'inscrivant dans une espèce de narration. Et en tout cas, une des expérimentations qui est considérée comme le premier grande utilisation de statistiques pour faire de l'histoire littéraire ou pour interpréter les textes, c'est l'histoire qui est racontée par Pierre Mounier là, dans IBM ou International Busa Machine de l'informatique aux humanités, qui est l'exemple d'un jésuite qui s'appelait justement Bussa, qui a fait un accord avec IBM pour essayer, alors c'était il y a très longtemps, hein, c'était dans les années 50, je crois, d'indexer sur des cartes perforées la totalité de la somme théologique de Thomas d'Aquin.
Donc, c'était un premier exemple de numérisation d'un texte à une époque où les ordinateurs, c'était encore des machines qui remplissaient des salles entières et pour dialoguer avec eux, on passait par des cartes perforées. Donc, c'était des cartes cartonnées avec des trous qui, euh, lorsqu'elles étaient décodées, permettaient à la machine avec lesquelles on pouvait dialoguer avec la machine et la réencoder ou obtenir aussi des informations. Donc, ils ont indexer la totalité de ce texte sur des cartes perforées pour pouvoir obtenir des statistiques textuelles à grande échelle grâce à un financement d'IBM qui lui avait permis d'étendre ses recherches. Donc c'est aussi intéressant de voir que les premières grandes expérimentations dans le domaine de l'informatique, elles ont eu aussi comme terrain d'expérimentation la littérature ou en tout cas les humanités. Ça changeait pas grand-chose en réalité d'une forme de décompte de mots et de statistiques textuelles. On peut remonter, alors si on veut remonter à la question d'interpréter les textes avec des statistiques, on peut remonter jusqu'aux analyses occultes de la Torah, l'idée de lire la Bible non pas d'un point de vue interprétatif, mais en comptant par exemple le nombre de lettres dans les mots, etc., pour essayer de trouver un sens mathématiques au texte. Donc on avait déjà ça dans des pratiques occultistes depuis très longtemps, depuis des siècles, mais même au 19e siècle, on avait déjà, on va voir apparaître en même temps que la sociologie, les premières tentatives d'analyser la littérature d'un point de vue statistique. Et donc là, je vous avais mis justement un texte de Rémy de Gourmont, qui est un texte très ironique en réalité, parce que Rémy de Gourmont, qui était un écrivain symboliste, avant-gardiste, idéaliste de la fin du 19e siècle, se moque en réalité des tentatives de définition des genres littéraires et du style littéraire par la statistique qui avait été produite dans les années 1890 par un savant qui s'appelait Louis Dubreuil et qui avait écrit dans la Revue de l'Évolution justement un article sur de nouvelles méthodes littéraires. Donc là, on lit juste, je suis désolé, le passage un peu longuement, mais parce que c'est assez drôle. Donc dans la Revue de l'Évolution du 15 novembre, Monsieur Louis Dubreuil nous expose les principes de l'esthétique scientifique, telle qu'il la conçoit personnellement. Voici sommairement le procédé qui doit aboutir à une nouvelle méthode de critique littéraire. On classe les 10 parties du discours sous 7 chefs différents. Être et chose, qualité, détermination, action, modification, relation, connexion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est encore des méthodes qu'on utilise, hein. On va chercher différentes dimensions qu'on va pouvoir quantifier pour pouvoir rendre compte de la complexité ou de certains aspects, par exemple, du texte. On reviendra sur cette question qu'on appelle maintenant l'opérationnalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du qualitatif au quantitatif. Donc on prend ensuite 5000 mots de suite dans un écrivain et on les distribue sous une rubrique ci-dessous. Alors qu'on voit que le gros problème, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir accès à la totalité du texte numérisé, on ne pouvait pas faire des statistiques textuelles très facilement. Donc on était obligé de réduire la fenêtre et de réduire les calculs parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. On fait des totaux et des moyennes et on trouve par exemple sur 1000 mots Descartes 286 être et chose, Montesquieu, etc., etc. Et de voir donc que les écrivains et les philosophes vont parler de choses différentes et qu'on peut catégoriser de manière différente leurs intérêts. Ensuite, on consulte les chiffres et on est tout étonné de voir qu'ils constatent d'eux-mêmes une étroite parenté d'intelligence entre Buffon et Monsieur Sully-Prudhomme. Là, il se moque un petit peu. Le premier résultat atteint par l'auteur de ce nouveau casse-tête est de pouvoir affirmer deux classes d'écrivains, les classiques et les romantiques. On découvre ensuite qu'une autre classification est possible et on obtient les écrivains d'idées, les écrivains d'images, les écrivains de sentiments. Alors là, il se moque aussi une fois de plus quand il dit les classiques et les romantiques. Il veut dire qu'en gros, on ne découvre rien qu'on ne savait déjà avec cette méthode. C'est d'ailleurs une des critiques qui est revenue très fréquemment sur la question de l'utilisation des outils d'humanité numérique, c'est qu'ils ne disent rien de neuf par rapport à ce qu'on savait déjà. Et très souvent, ils ne font que confirmer de manière statistique ou mathématique ce qu'on avait déjà pu dire par une approche qualitative. Alors là aussi, il y a des réponses à ces critiques qui disent oui, mais pouvoir le prouver statistiquement, c'est quand même mieux que de ne pas avoir de preuves statistiques du tout. Donc,
voilà, ça pose des questions par rapport à ce qu'on peut prouver ou pas par rapport à ces objets, mais bref. Euh, et donc, il disait, voilà, il en parle, le compte fil appliqué à l'examen du Prométhée enchaîné et les pensées fixées au porte-objet du microscope articulé. Je vois bien le manuel opératoire, mais non les résultats nouveaux de l'opération. Donc, il dit ce qui est bien. On a des protocoles. Le problème, c'est qu'ils ne produisent pas beaucoup plus de connaissances finalement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas beaucoup plus de connaissances? C'est précisément, comme je disais, parce que finalement, ils opéraient sur une matière extrêmement réduite et sur des auteurs qu'on connaissait déjà. C'est sûr que si on s'intéresse déjà à Rousseau, Chateaubriand, Michelet, Bossuet, etc., c'est des œuvres qui ont été largement étudiées et on a déjà beaucoup de synthèses intellectuelles qui permettent d'en avoir une approche. Alors que la question, ce serait de faire la même chose, mais sur des écrivains qu'on ne connaît pas. Et là, on pourrait dire du nouveau, puisque effectivement, si personne ne les a lus depuis 100 ans, eh ben, on va forcément dire des choses neuves. Euh, donc ça a servi, ce genre de méthode, à pas mal d'expérimentations plus ou moins réussies. On a essayé de prouver que Shakespeare n'avait pas écrit ses pièces, par exemple, en essayant de montrer que on retrouvait le même vocabulaire chez des écrivains de la même époque que Shakespeare, et que donc Shakespeare était peut-être un autre auteur, c'était peut-être John Donne ou c'était peut-être quelqu'un d'autre. Même chose avec Molière et Racine et Corneille. On a pu essayer de prouver que Molière n'avait pas existé, et qu'en fait c'était Corneille qui avait écrit toutes les pièces de Molière, parce qu'on retrouvait les mêmes, statistiquement, les mêmes vocabulaires et les mêmes tournures de phrases. Alors évidemment, le gros problème avec ces questions-là, c'est précisément qu'est-ce qu'un style d'auteur et qu'est-ce qu'un style d'époque, par exemple. Or, pour des productions aussi réglées et aussi contrôlées que le théâtre à l'époque classique, pour lesquelles on a non seulement enfin, on a des règles rhétoriques et des règles esthétiques extrêmement fermes qui interdisent de montrer des meurtres directement sur scène, enfin, voilà, qui font que en réalité, qui réduisent l'action à une journée, à un lieu, etc. On a tout un ensemble de contraintes qui forcément produisent des effets similaires au niveau stylistique. Oui. Des IA, des textes de personnes qui savent que c'est l'auteur, même si, par exemple, je sais pas, Gary et ce qu'on aurait fait pareil dans le texte, c'est le même auteur. Oui, 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 oui. Alors, justement, alors, je voulais vous montrer ça à une autre séquence, mais je peux peut-être vous le montrer tout de suite si je le retrouve. Euh, Il y a des expérimentations qui ont été produites là par une équipe en littérature il y a là cet été et qui ont annoté des textes d'auteurs en fonction de du genre des auteurs, en fonction de l'origine géographique, en fonction de l'époque. Et donc l'idée, c'était de voir s'ils étaient capables, en mettant n'importe quel texte dans la machine, de dire de quand est-ce qu'il datait, le genre affiché et l'origine géographique, et si c'était une traduction aussi ou si c'était un texte original. Ils ont des résultats assez très 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 pertinents. C'est-à-dire qu'en gros, ils réussissent à 100% à repérer une traduction. Et c'est ça qui est assez bizarre, par exemple, c'est que un texte en français, par exemple, si on le donne, il peut dire à 100% si c'est un texte qui a été écrit originellement en français ou si c'est un texte traduit. Ou il peut dire si c'est un texte ah oui, si, il fait la même chose avec des écrivains, par exemple, qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue d'origine. Il va les repérer comme des traductions, ce qui est assez bizarre. Donc, par exemple, des écrivains qui vont dire que ils ont testé, même des auteurs ont testé l'application pour voir que lorsqu'ils écrivaient en français, alors qu'ils étaient italiens d'origine, leur texte était considéré comme une traduction. Donc en fait, il y avait quelque chose au niveau de leur maîtrise du français ou de la manière dont on écrit en français en traduction, ou depuis une langue qui n'est pas sa langue maternelle, qui est repérable statistiquement, mais sans qu'on ait exactement l'explication sur le pourquoi. Je vais essayer de trouver le lien, et si je le trouve pas, je le mettrai de toute façon sur le cours en ligne, parce que là, le temps qui nous reste, de toute façon, on ne va pas retrouver. Mais donc voilà, on arrive à le faire assez bien maintenant. Après, toute la question, c'est
éthiquement et aussi d'un point de vue des protocoles, qu'est-ce qu'on mesure exactement? Comme je disais, est-ce que quand on mesure le style chez Corneille, Racine, etc., est-ce qu'on mesure un style d'époque? Est-ce qu'on mesure un style personnel? Quel est le point de vue, enfin, la marque du collectif en fait dans ce type d'écriture? Et on verra que très souvent, enfin, en passant précisément d'une littérature classique, on va dire, à l'idéologie romantique, d'une littérature fondée sur l'imitation, la répétition, la rhétorique, qui est aussi une machine à réécrire le même, d'une certaine manière, à une littérature fondée sur l'originalité, la singularité, un auteur euh, où on met en avant quelque chose de singulier, on va avoir des transformations aussi sur ce qu'on peut mesurer et sur la singularité stylistique ou autre. Euh, alors, non, je vais pas retrouver tout de suite, donc je le mettrai la prochaine fois. Faites-moi penser si jamais je ne retrouve pas. Euh, donc là, juste pour finir aujourd'hui, parce que le temps passe, sur la question stylistique, oui, on va avoir tout un ensemble d'analyse qu'on va revoir très fréquemment dans l'analyse numérique des textes et qu'on va essayer de dépasser aussi un petit peu avec les outils d'intelligence artificielle. Ce sont en particulier la question, alors je vous donne quelques termes que vous pouvez éventuellement retrouver ou voir. La question des concordances, les concordanciers. La concordance, c'est qu'on va lister tous les emplois d'un mot en contexte. Ça, c'est un procédé très fréquemment utilisé en analyse numérique de la littérature. Et vous avez des outils comme TXM, qui est ça, je crois que j'ai mis le lien, mais voilà, qui est un outil justement d'analyse statistique des textes qui permet très facilement de faire un concordancier. Voyant Tool aussi, vous avez peut-être déjà un petit peu parlé. Euh, qui est un outil qui permet de mettre n'importe quel texte en ligne et d'en générer des statistiques textuelles. Euh, Ça vous permet de voir tous les usages d'un mot en contexte. Et du coup, alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Je ne veux pas ça. Je veux juste ajouter le texte. Hop. Je ne sais pas s'il y a un texte qui traîne. Non, c'est pas grave. Si je prends un petit texte de Victor Hugo et que je le mets dedans, hop, je suis désolé, je prends un peu trop de temps, mais ça vous permet de voir comment il fonctionne aussi. Les Wikisources, hop, on va prendre n'importe quoi, on va faire un copier-coller. Bon, ça va pas être très, très intéressant, c'est un peu court. Euh, C'est un logiciel qui permet justement de très rapidement de faire toutes ces manipulations dont je vous parlais précédemment, qui n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle pour le coup, mais qui va, pour le moindre texte que vous mettez dedans, révéler les termes les plus souvent utilisés en termes de fréquence. Donc la fréquence textuelle, c'est un élément important. Donc la concordance, c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un concordancier où vous avez un terme, par exemple le mot vie, et toutes ces occurrences qui vous permettent de faire une analyse en contexte. Vous avez un autre terme qui est on va parler de co-occurrence, où là, le logiciel parle de colocation. La co-occurrence, c'est quels sont les termes qui apparaissent fréquemment l'un à côté de l'autre. Et ça va vous permettre, par exemple, de voir des groupes de personnages dans un texte, de voir quelles sont les notions aussi qui sont très souvent mises l'une à côté de l'autre. Euh, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un calcul des spécificités. Là aussi, c'est par rapport
ce que j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on va voir quelles sont les formes qui sont particulièrement fréquentes par rapport à leur probabilité d'apparition. Et ça, on va pouvoir le voir aussi. Alors, est-ce qu'il est capable de le faire, lui? Je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. Bon, vous avez donc tout un ensemble de pratiques qui permettent de réduire le texte à certaines de ces dimensions euh, de vocabulaire et du coup ensuite de faire des analyses statistiques en termes de fréquence, en termes d'évolution aussi. Là, par exemple, ça permet de voir en découpant le texte en moments. Alors, on peut le découper en chapitres, on peut le découper en phrases, on peut le découper en nombre de mots ou quoi que ce soit et de voir en tout cas s'il y a des termes qui apparaissent plutôt au début, plutôt à la fin, plutôt à certains moments, etc., etc. Quels sont les termes aussi les plus fréquents? Donc, on a cet ensemble de pratiques qui, je le disais, euh, a fait l'objet de beaucoup de développement, mais qui reste pour l'instant au niveau de la statistique et qui n'est pas véritablement, euh, enfin, qui n'a pas produit de résultats extrêmement probants en termes d'analyse littéraire. Alors, on verra encore quelques petits exemples la prochaine fois. Donc, je vous le disais, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et d'ici là, moi, je vous mettrai des petits éléments en ligne, comme je vous disais. Donc, sans doute une vidéo et puis quelques outils à tester. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour la fois prochaine, vous pouvez m'envoyer un message ou mettre un mot sur le forum. Donc, bonne semaine et puis ben, à dans 15 jours.